Bonjour à toi, cher zappeur, bienvenue dans le monde fantastique du cinéma, des séries télé et de la musique. Avant d'aller plus loin, n'hésite pas à liker et t'abonner à ma chaîne en cliquant sur s'abonner. Tu peux également me suivre sur la page Facebook Zapoupa. Tu trouveras le lien dans la description. Merci. Pour ce 32e numéro de Zap, j'ai voulu revenir sur un film qui a complètement démystifié le statut de son personnage principal. Je parle bien entendu de l'excellente adaptation de La Guerre des Mondes. Alors si tu n'es pas allergique à la poussière et que le risque de te faire siroter par des E.T. pas très gentils ne t'effraie pas, reste avec moi et ne zappe pas. La Guerre des Mondes est un film de science-fiction sorti en 2005 et réalisé par Steven Spielberg. Il s'agit de l'adaptation du roman du même nom de H.G. Wells paru en 1898. Tripod à part, numéro 1, le film La Guerre des Mondes a failli s'appeler tout autrement. En effet, il fut un temps envisagé de l'appeler All of the Night, mais pour ne pas s'attirer les lasers désagrégeants des fans, l'idée a été abandonnée. Il s'agit de la seconde et dernière collaboration de Tom Cruise et Steven Spielberg. En effet, les deux acolytes de l'époque ont déjà travaillé ensemble en 2002 sur Minority Report dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, le lien de la vidéo est juste ici. Durant la promotion de La Guerre des Mondes, Tom Cruise, préférant faire la pub de la scientologie plutôt que celle du film, s'attira les foudres de Spielberg qui, remonté, déclarera qu'il ne souhaite plus jamais travailler avec l'acteur. Pourtant, l'histoire avait bien commencé. Tripod à part, numéro 2. En effet, Tom Cruise et Spielberg se connaissent depuis les années Risky Business, soit 1983. Pour parler du lancement de Minority Report, Tom ira voir Spielberg sur son tournage de Arrête-moi si tu peux, et là, Spielberg proposera à Tom une future collaboration, soit pour une histoire d'amour, soit pour un western, ou pour La Guerre des Mondes. Aussitôt, Cruise a dit qu'il signait tout de suite pour La Guerre des Mondes. Cruise sera si enjoué à la réception des 80 premières pages du script qu'il appellera Spielberg et lui dira « Si tu repousses le tournage de Munich, j'en fais de même avec Mission Impossible 3 ». Et les deux repoussèrent leur projet en cours pour La Guerre des Mondes. Il faut savoir que Spielberg avait dans l'idée de faire cette adaptation d'Alien pas très sympathique depuis le succès de son film Rencontre du troisième type, datant de 1977. Donc, ça date. Mais le projet ne verra pas le jour et donnera finalement naissance à Poltergeist et E.T. Dans les années 90, cette idée est toujours présente et il ira même jusqu'à se procurer en 1994, à une vente aux enchères, pour la somme de 32 200 $, soit deux fois sa valeur, le scénario original ayant servi à Orson Welles pour son adaptation du roman à la radio. Là encore, mauvais timing, en 1996, Independence Day cartonne et Spielberg préfère attendre que le film s'efface de l'esprit des gens. Parallèlement à cela, un événement va tout changer. En pleine préparation de la Guerre des Mondes, les États-Unis vont être ébranlés par les attentats du 11 septembre 2001. Spielberg va se dire que les gens ont besoin d'un exutoire et va donc faire du génocide des terriens par les tripodes une métaphore. En effet, Spielberg dira « Je pense que ce qui s'est déroulé le 11 septembre a modifié tout ce que je mets dans la Guerre des Mondes. Nous savons maintenant ce qu'on ressent quand on est terrorisé. » Fermez les guillemets. Tripod à part, numéro 3, on retrouve d'ailleurs une référence aux attentats lorsque la fille de Ray dit « Est-ce que ce sont des terroristes ?» De ce fait, le film se situera à échelle humaine et se déroulera entièrement du point de vue de son héros, entre guillemets. Il fera de La Guerre des Mondes un film catastrophe intimiste. Pas de destruction de monuments célèbres, pas de plan de Manhattan se faisant pulvériser, pas de plan de généraux devant une grande carte pour papeter stratégie, pas de président de la République prenant la parole d'un ton grave. Ici, Spielberg laisse la place à son personnage et s'éloigne des clichés du genre. L'équipe en charge du scénario avait fait une liste de tous ces stéréotypes afin de les éviter et le résultat est génial. Le film a été tourné en 62 jours, de novembre 2014 à mars 2015. Le tournage s'est déroulé à Los Angeles, au Connecticut, en Californie et en Virginie. Tripod à part, numéro 4, la scène où on voit un 747 écrasé en pleine rue est en fait un décor de studio. En effet, une petite colline des studios Universal a entièrement été aménagée et transformée pour les besoins de cette scène. Par ailleurs, la carcasse de l'avion est bien réelle et provient d'une casse de Seattle. Le film a coûté 132 millions de dollars du fait des effets spéciaux, mais aussi du nombre impressionnant de figurants nécessaires pour le film. En effet, il y a eu pour trouver ces figurants un des plus grands castings jamais vus depuis des décennies. Tripod à part, numéro 5, Spielberg avait demandé le recrutement d'une centaine de riverains pour la scène de l'Exode près du fleuve. Cruise lui a répliqué « Les 5000 figurants déjà payés ne se suffisent pas ?» Ce à quoi Spielberg a répondu « Non, ils ne seront pas convaincants alors que les gens du coin seront prêts à jouer avec leurs tripes. » Et en effet, pour la scène dans la voiture où Cruise est menacé avec ses enfants, il s'agit en fait de bénévoles. Tom serait ressorti de cette scène complètement blême et Spielberg aurait dit « Enfin une scène crédible !» Le film réalisera un très joli succès en dépassant les 590 millions de dollars et sera le quatrième plus grand succès cinématographique de 2005, derrière Le Monde de Narnia, Le Lion, La Sorcière Blanche et l'Armoire Magique, Star Wars, La Revanche des Sith et le numéro 1, Harry Potter et la Coupe de Feu. Donc pas mal pour un film indépendant non issu d'une saga.
Le film a reçu de manière générale de bonnes critiques presse et publique, et cela n'était pas gagné car ce projet dirigé par Spielberg pouvait laisser perplexe. D'une part parce que les invasions extraterrestres étaient très présentes sur les écrans, et d'autre part parce que Spielberg avait toujours opté pour une vision pacifique du sujet extraterrestre. Serait-il à la hauteur de ce défi de taille? La réponse est oui. Cela dit, le film a souffert de critiques, notamment sur sa fin jugée par beaucoup abrupte, mais aussi pour la scène où Ray, le personnage campé par Tom, exécute en hors-champ de manière froide Harlan, l'homme qui les recueille dans son sous-sol. Beaucoup, à la vue de cette scène, seront gênés et qualifieront le procédé de hors-champ de faussement pudique et de rigoureux. Enfin, le passage de Tom chez Oprah a fait plus parler que la promo du film. Alors, de quoi parle La Guerre des Mondes? Ray Ferrier est un ouvrier divorcé vivant comme un trentenaire endurci et n'ayant pas du tout le statut de père idéal. Son ex-femme va lui confier le temps d'un week-end avec son nouveau compagnon, la garde de leurs deux enfants, Rachel et Robbie. Or, des événements étranges vont commencer à se produire et Ray et ses enfants vont devoir fuir pour survivre. Côté cast, on retrouve évidemment dans le rôle principal Tom Cruise, connu pour l'excellent Entretien avec un vampire ou encore l'enivrant Eyes Wide Shut. Comme dit un peu avant, il incarne un père peu investi dans son rôle et un personnage anti-héroïque qui passera son temps à fuir. C'est donc un peu le contre-pied de ce dans quoi on a l'habitude de le voir. Tripode à part, numéro 6, Spielberg souhaite pour ce film démonter l'image de héros que Cruise s'est faite. Le scénariste David Koepp s'inspirera de l'image de jeune premier que Cruise a dans Top Gun et se demandera et si ce genre de personnage avait une vie qui n'aurait pas pris la direction toute tracée qu'il aurait dû avoir. Spielberg dira qu'ici le thème est l'égoïsme et non le sacrifice. Le réalisateur dira que Ray est un personnage qui fuit et se cache mais ne se bat pas, et que c'est un mauvais père qui ne connaît pas ses enfants, exemple avec le beurre de cacahuète dont sa fille est allergique. Ici, Spielberg cantonne Cruise au strict minimum en lui donnant pour seul objectif de maintenir ses enfants en vie. Toujours concernant le personnage de Ray Ferrier, Spielberg s'évertue à le filmer petit, à le noyer dans la masse des gens. Cruise est le rôle principal, mais c'est un personnage comme les autres, qui doit survivre comme les autres. Et au travers de son regard, on voit les événements. Ici, Cruise n'a pas d'aptitude exceptionnelle, comme courir vite, ou être plus malin que les autres, ou avoir des gadgets. Non, ici, Tom incarne la chance et non l'héroïsme, ce qui est l'opposé de ce dans quoi on a l'habitude de voir l'acteur. Dans La Guerre des Mondes, celui qui incarne cette figure de héros est son fils Robbie. Tripode à part, numéro 7, les parents de son ex-femme que l'on voit à la fin sont interprétés par Anne Robinson et Jane Barry. Spielberg a voulu rendre hommage aux stars du film de 1953. Robbie est donc le fils de Ray. C'est un garçon qui ne cache pas son désamour pour son père. On le constate de par son attitude lorsqu'il arrive chez lui, et notamment lors des passes de baseball dans la cour arrière de la maison de Ray. Robbie, tout le long du film, sera quelqu'un de bienveillant et d'altruiste. Il veillera et rassurera sa sœur dans la voiture, il voudra aller se battre avec les soldats quand Ray voudra fuir, il aidera des gens à passer la passerelle du ferry quand Ray regardera au loin, ou il sera prêt à laisser monter des gens dans la voiture quand Ray se comportera de manière égoïste et refusera. Dans La Guerre des Mondes, celui qui a l'étoffe du héros est Robbie. Robbie est incarné à l'écran par Justin Chatwin qui est apparu dans la saison 3 de Lost en tant que Eddie ou encore dans Doctor Who, le retour du docteur mystérieux. Avant-dernier personnage, Rachel Ferrier. C'est par ce personnage que toute l'angoisse et la terreur qu'on peut ressentir à cet instant seront véhiculées, puisqu'il est vrai que Rachel passe beaucoup de son temps à crier de peur, à faire des crises d'angoisse. Son personnage est littéralement hystérique. Dakota Fanning prête ses traits à Rachel. Tu avais pu la voir dans la saga Twilight, dans le rôle de Jane Volturi, ou encore dans l'excellent western Brimstone, où elle campait Liz. Dernier protagoniste en liste, Harlan Olgivi. Il s'agit d'un homme qui proposera un abri dans son sous-sol à Ray et sa fille. Harlan est l'opposé de Ray car il souhaite mener une insurrection contre les envahisseurs. Il dit qu'il souhaite combattre dans la clandestinité. Or, cette vision des choses ne va pas plaire à Ray, qui lui va être le plus discret possible. Et très vite, ce qui était censé mettre Ray et sa fille en sécurité va vite devenir une menace plus urgente que les extraterrestres. Et de manière assez froide, Ray va tuer Harlan et mettre fin à son idée folle derrière une porte close. Harlan Olgivi est joué par Tim Robbins que tu as pu voir dans Les Évadés ou encore Mystic River. Tripode à part, numéro 8, Tom Cruise et Tim Robbins avaient déjà bossé ensemble par le passé. En effet, ils s'étaient rencontrés sur le film Top Gun. Tim Robbins jouait le rôle de Sam, dit Merlin, un ami de Maverick. Allez, un autre tripode vient de sortir du sol, donc tripode à part, numéro 9. La voix parlée que tu entends en début et fin de film est celle de Morgan Freeman qui joue le rôle du narrateur. Il cite mot à mot le texte de H.G. Wells. Alors, pourquoi on nous a pas La Guerre des Mondes? Tout d'abord, pour sa mise en scène et ses effets spéciaux. Le film est très bien filmé. Spielberg sait filmer la foule et rendre sa vedette petit. Si au début Cruise apparaît en haut de sa grue et au-dessus du lot, par la suite, Ray sera toujours filmé de manière à être plus petit. Cela dans le but de souligner la force de l'ennemi et la faiblesse de ses victimes. Spielberg se sert également de la foule pour noyer sa vedette avec par exemple la scène de la voiture, que Ray tente de garder munie d'une arme, ou la scène du ferry qui sont deux scènes excellentes. Non seulement elles permettent de mettre Ray sur le même pied d'égalité que les autres,
mais elles sont aussi pleines de tension et montrent la perte d'humanité des gens. Chacun pense à soi pour sa survie. Étonnamment, la scène qui à mon sens a le moins bien vieilli est la scène d'invasion où les tripodes réduisent en cendres les gens. En effet, même si Spielberg dira avoir voulu limiter le plus possible l'usage des fonds verts, pour ma part, dans cette scène d'invasion, ils sont bien présents et demeurent assez visibles et vieillissants. Spielberg s'est marqué les esprits, notamment avec les corps flottants dans l'eau que verra Rachel. Ce temps court mais efficace montre toute l'horreur de ce massacre à laquelle est confrontée la population. Enfin, Spielberg sait très bien gérer la tension avec la scène du sous-sol et de l'inspection par les créatures. Quand Ray, Rachel et Harlan se cachent derrière le miroir et fuient les allées en se faufilant discrètement dans le décor, ce n'est en effet pas sans rappeler la fameuse scène de la cuisine et des vélociraptors dans Jurassic Park, où là aussi, les enfants tentent de fuir et où le reflet trompera là aussi l'ennemi. Il semblerait que Spielberg affectionne ces jeux du chat et de la souris, et en même temps, ça marche. En tant que spectateur, on retient littéralement notre souffle. Deuxième point, pour sa bande-son. La bande-son s'éloigne des envolées lyriques qu'avait pu produire John Williams pour le classique de Spielberg, E.T. Ici, elle souligne la tension du film, son horreur. On se retrouve avec une bande-son sombre et noire, et elle fait très bien son effet. Tripode à part, numéro 10, il faut savoir que John Williams a écrit la bande-son du film en n'ayant vu seulement qu'une heure du film. En effet, à ce moment-là, Spielberg n'avait pas achevé le tournage et n'en était qu'à la moitié. De ce fait, Williams a dû composer avec. Mais ce dernier déclara que cette première heure lui suffisait et qu'il savait exactement comment l'écrire. Quel génie ce John! Troisième point, sa vedette en non-héros. Ici, on n'assiste pas à un film à la gloire de Tom Cruise. Il n'y a pas de grands discours, ni de scènes de retrouvailles larmoyantes. D'ailleurs, Ray ne parle quasiment pas à la fin. Il ne célèbre pas sa victoire, celle d'avoir ramené ses enfants vivants à sa femme. Comme dit tout à l'heure, Ray est un anti-héros qui reste une personne lambda. Et dans cette fin précipitée et un peu amère, il finit d'ailleurs l'aventure comme il a commencé, seul. Cette volonté de Spielberg et de Cruise de filmer l'horreur dans son plus simple appareil et de donner un rendu normal entre guillemets en effaçant la vedette est un vrai plus pour le film. Comme quoi Tom Cruise est un grand acteur capable du meilleur pour servir son personnage. Tripode à part, numéro 11, une théorie circule comme quoi le fils de Ray serait peut-être mort à la fin du film et que Ray le verrait seulement dans son esprit. Ce qui alimente cette théorie est que Robbie n'interagit avec personne. Pour ma part, je n'avais pas vu cela sous cet aspect et je ne pense pas qu'il soit mort pour deux raisons. La première, c'est que Spielberg voulait une happy end. Alors certes, elle est amère et dans la retenue, mais si Robbie était mort, cela ne serait pas une. Enfin, parce que comme dit tout à l'heure, cette scène finale est vraiment dans l'économie des mots, des sentiments. Donc le fait qu'ils ne se parlent pas ne veut pas forcément dire que Robbie est mort. C'est pour moi une façon sobre de se dire au revoir. Il faut garder à l'esprit que Ray et Robbie ne sont pas proches. Et dans le regard de Ray, à la fin, lorsqu'il le serre dans ses bras, je vois un père montrer en retenue sa fierté pour son fils. Et je pense que l'action se suffit, pas besoin de mots. Dernier point qui font que ce film est culte, ces scènes mémorables. Alors il y en a plein, mais je parlerai bien entendu de la scène dans le sous-sol avec les créatures. Je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, donc je te laisse visionner ce petit extrait. Deuxième scène, la scène du ferry. Des hurlements, une situation cauchemardesque, cette scène est magnifique. Oh my God. Dernière scène, la scène du plan séquence dans la voiture. Cette scène n'est pas spécialement mémorable de par son contenu, mais plutôt de par sa technicité. Un plan séquence, je le rappelle, est un plan dans lequel il n'y a aucune coupe. Tout est filmé d'une traite. Ce qui n'est pas facile car comme il ne doit y avoir aucune coupe, les acteurs doivent gérer la scène d'un bout à l'autre. Dans ces plans, il n'y a pas de couper, ou s'il y en a un, c'est pas bon et il faut tout recommencer. Donc chapeau pour la performance des acteurs qui est de manière générale excellente durant tout le film. Ici, ce plan de 2 minutes 30 est superbement exécuté. Le plan séquence a pour but de donner une impression de réel afin d'immerger le spectateur davantage dans ce que vivent les personnages.
Ici, ce dernier nous rend témoin de comment réagissent ces personnages à la situation et souligne grandement l'angoisse de Rachel. Le fait que l'action se déroule dans une voiture rend le tout encore plus anxiogène et augmente la tension. Je te laisse regarder cette scène grandiose. Where are we going? We gotta go. We got maybe like the only working car around here. I'm not stopping until we're clear of it. Clear of what? What the hell is going on? You saw we're under attack! By who? Who is attacking us? Rachel, keep it down. Rachel, shut up, Rachel! You're freaking her out! Look, I'm driving. Do something. Okay, put him up, Rach. Make the arms. This space, this is yours. This belongs to you, right? Yes. You're safe in your space. I'm safe in my space. You're safe in your space. Nothing will happen to you in your space. Okay. I'm gonna go to the front seat. I'm gonna talk to Dad. I'll be like 2 feet away, okay? Will you hold my hand? Yes. Will you hold my hand? Yes. You gonna be okay? En conclusion, je te conseille fortement de visionner La Guerre des Mondes. C'est une œuvre puissante visuellement, très bien exécutée, qui évite pas mal de clichés de ce type de production et qui reste sobre dans son traitement de personnages. Enfin, le partenariat Tom Cruise-Spielberg est vraiment époustouflant. Dommage qu'ils ne travaillent plus ensemble. Donc vraiment, ne zappe pas ce film. Ce numéro 32 de Zap touche à sa fin. N'hésite pas à le liker et le partager. Tu peux également t'abonner à ma chaîne en cliquant sur s'abonner. Si tu ne le fais pas, je te ferai ramasser toute la poussière après le passage des tripodes. Tu vas bien galérer. En attendant de te revoir pour un prochain numéro, je te souhaite une bonne rentrée et te dis à très bientôt. Bye!